J'aime plus les films. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Tout doux les foufous. Ready, girl? Vous êtes prête? Let's go, girl. Blood, license, please. Let's do this! And Allez-y. I'm back from the dead, from the back of my head. Been gone and facing horrors that should never be said. The wrath and the grit from the pit of despair. Been taking every whip and word, I've never been spared. They say tomorrow's never promised, honest. They say the angels are among us. Lock me up in the maze. Turn out the lights. I was born, I was raised for this. Turn out the lights. Lock me up inside a cage. Just throw away the key, don't worry about me. I was driving in my car, throwing up my hands, putting in coast. I can do this with my eyes closed. All the places I've been, all the blood that I've bled. I've been broken down and beat up, but I still get ahead. All the faceless embraces and the tasteless two faces. Killed and resurrected, cause I'll never be dead. They say tomorrow's never promised, honest. Yeah, they say piranhas are among us. I'm still here, you shit eaters. Lock me up in the maze. Turn out the lights. I was born, I was raised for this. Turn out the lights. Lock me up inside a cage. Just throw away the key, don't worry about me. I was driving in my car, throwing up my hands, putting in coast. I can do this with my eyes closed. Turn out the lights. I can do this with my eyes closed. Turn out the lights. I can do this with my eyes closed. Turn out the lights. I can do this with my eyes closed. Turn out the lights. I can do this with my eyes closed. 2025, c'est l'année où le cinéma français se découvre une nouvelle passion, faire semblant d'aller bien. Un peu comme un couple en crise qui s'offre un week-end à Center Park pour raviver la flamme. En 2024, tout allait super bien. Faut croire, 181 millions d'entrées. Tout le monde sabrait le champagne en disant « Voyez, les salles sont pleines ». Et puis 2025, bam, moins 15%. Le public est parti, probablement acheter un air fryer ou regarder une série scandinave glauque. I'm gonna take a break. Mais rassurez-vous, les films français tiennent 40% de part de marché. Ce qui prouve qu'en France, on adore se punir. On critique les films français, on refuse d'y aller, puis on finit quand même par acheter un ticket parce que au moins c'est local, vous voyez. C'est la contradiction en Ultra HD. Côté production, c'est la foire à la saucisse. 309 films en 12 mois. On ne sait pas qui les voit, on ne sait pas qui les finance. Bah si, nous, avec le ticket de cinéma, LCNC, tout ça. Mais on continue d'en faire, au cas où l'un d'entre eux serait bon par accident. Les plateformes de streaming regardent le chaos de loin, un latte matcha à la main, et soufflent « Allez-y, continuez à croire que les salles sont éternelles. Nous, on vous upload la relève. » Heureusement, le CNC, notre soldat français, continue de soutenir le tout comme un parent qui applaudit le dessin dégueulasse de son enfant. C'est très beau mon chéri, vas-y, continue. Conclusion, le cinéma français 2025, c'est un bateau qui coule, mais qui coule avec panache. Et en promettant que là, c'est sûr, l'été prochain sera bien meilleur. Et conclusion me concernant, eh bien figurez-vous que je crois que je n'aime plus les films. Enfin si, mais moins. Enfin différemment. Enfin, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'aime toujours le cinéma. Cette entité abstraite et un peu mystique qui survit, même quand on ne regarde plus grand chose. Cette année, j'ai vu beaucoup moins de films que d'habitude, et je suis incapable de dire si c'est grave, révélateur, ou simplement le signe que mon cerveau a décidé de se passionner pour autre chose. Et du coup, quand je vois passer le top de fin d'année des autres, avec leur liste interminable de films incroyables que tout le monde a vu sauf moi, eh bien je ressens un mélange très précis de frustration, de flemme et de « Ah ouais, faudrait que je le voie un jour, celui-là ». Puis là, je regarde mon propre top et je me demande « Mais qu'est-ce que j'ai exactement à vous proposer cette année ?» Parce que les tops de fin d'année, c'est pour vous faire découvrir des films un peu planqués, des films qu'on n'avait pas vu venir. Sauf que cette année, bah non. Cette année, ce sont probablement des films que vous avez déjà croisés, et sûrement mieux que moi.
Bon, et est-ce que c'est grave? Probablement pas. Enfin, je l'espère. Ce qui est sûr en revanche, et même là-dessus je suis pas totalement certain, c'est que c'est peut-être le dernier top film présent sur la chaîne que je fais, hypothétiquement, dans une réalité parallèle, parce que j'ai de plus en plus envie de me concentrer sur d'autres projets qui me prendraient moins de temps en fin d'année, et moins d'énergie mentale aussi, mais bon, rien n'est sûr, hein. Donc voilà, pour ce potentiel dernier top, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire ne pas commencer par le top. Numéro 20, Dangerous Animals, ou comment transformer chaque battement de cœur en percussion tribale. C'est le genre de film qui ne te laisse pas respirer. L'intensité brute IRN, presque animale justement, comme si la mise en scène avait décidé de te saisir par le col pour te murmurer « tu vas ressentir des trucs et tu vas aimer ça ». Chaque scène est construite comme une montée d'adrénaline savamment dosée, un crescendo de tension qui ne retombe jamais vraiment. On n'est pas dans le spectaculaire gratuit, mais dans une maîtrise quasi chirurgicale du rythme où le danger devient un langage à part entière. Résultat, un film qui te laisse un peu sonner, un peu essoufflé et très vivant. Ce film réussit là où beaucoup se sont cassés les dents, redonner une âme à des icônes usées par les reboots. Ici, pas de feu d'artifice forcé ni de pose héroïque figée, mais une vraie volonté de revenir à l'essentiel, les liens, les failles, les humains sous l'icra. Le film souffle un vent de fraîcheur presque candide, tout en distillant une émotion sincère qui surprend là où on ne l'attend pas. Ces premiers pas ne sont pas qu'un titre, ce sont ceux d'un univers qui prend le temps de se construire, de promettre plutôt que d'asséner, et franchement, ça fait un bien fou. Avec ce film, on ne marche pas, on sprint. La mise en scène est nerveuse, affûtée comme une lame, et propulse le concept original dans une modernité brutale. Caméra nerveuse, rythme effréné, sensation permanente d'être traqué. Le film ne lâche jamais la pression. Mais sous cette course folle se cache une tension implacable, presque oppressante, qui te rappelle que le spectateur est aussi une arme. Un divertissement qui cogne fort, mais qui cogne juste et qui te laisse à bout de souffle, avec une petite sueur froide dans le dos. C'est ce genre de pitch qui fait lever un sourcil, avant de faire fondre le cœur. À partir d'un concept complètement improbable, le film parvient à tisser un récit étonnamment humain, plein de douceur et d'empathie. L'originalité n'est jamais un gadget, elle sert un propos, des personnages et des émotions vraies. On s'attache, parfois sans trop comprendre comment, à ces figures un peu bancales, un peu perchées. Et quand le générique arrive, on se surprend à sourire bêtement, comme après une rencontre inattendue mais précieuse. Ce film impressionne par son intensité presque physique. On ressent chaque coup, chaque effort et chaque goutte de sueur. Le film offre un regard brut, sans fard à paupières, sur la force et la détermination humaine, mais aussi sur ce qu'elle coûte. Ce n'est pas seulement un portrait de puissance, c'est une plongée fascinante dans les limites du corps et de l'esprit. Un cinéma qui cogne, oui, mais qui observe aussi avec une honnêteté parfois dérangeante. Et c'est précisément là qu'il devient captivant. Dès les premières minutes, le film te prévient, ici, ça va exploser. Le rythme est effréné, la tension constante, comme si le film entier était assis sur un baril de poudre. La mise en scène joue avec l'urgence, le danger imminent, et te maintient en haleine sans jamais relâcher la pression. Chaque scène ajoute une couche de stress supplémentaire, jusqu'à ce que le spectateur devienne lui-même une sorte de bombe à retardement. Un pur exercice de tension maîtrisé. Ce film joue une partition délicate, presque fragile. Le film touche par sa retenue, par sa capacité à laisser l'émotion s'installer sans jamais la forcer. Ici, chaque note compte, chaque pause aussi. C'est une œuvre qui ne cherche pas l'effet immédiat mais qui s'infiltre doucement, comme une mélodie entêtante. Et longtemps après le dernier accord, quelque chose continue de vibrer. Une émotion sincère, discrète, mais tenace. Le genre de film qui te suit en douce, sans faire de bruit. Ce film réussit le tour de force de ne pas être juste une suite. Le film charme par son humour toujours aussi malin, mais surtout par sa capacité à mêler aventure et messages positifs sans jamais devenir lourd ou moralisateur. Sous les pelages et les gags se cache une vraie réflexion, accessible et brillante, qui parle aussi bien aux petits qu'aux grands. Un divertissement généreux, drôle et étonnamment pertinent. Comme quoi parfois les animaux parlent mieux de nous que nous-mêmes. Et j'en entends déjà certains crier au scandale, mais attendez. Parce que moi j'ai trouvé que ce nouveau chapitre de Kaamelott brille par son équilibre délicat entre humour absurde, toujours aussi délicieux, et une émotion plus assumée. Alexandre Astier continue de faire cohabiter répliques cultes et profondeur tragique. Souvent dans la même scène, parfois dans la même phrase. Pour les fans, c'est une continuation respectueuse et ambitieuse de l'univers culte. Pour les autres, c'est une preuve que l'on peut faire rire avec de chevaliers débiles tout en racontant quelque chose de profondément humain. Et c'est possible, la preuve.
Et avec ce film, on entre dans un univers audacieux, étrange, presque inconfortable par moments. Le film impressionne par sa capacité à mêler science-fiction pure et réflexion existentielle sur l'humanité, l'identité et la valeur d'une vie. Sous ces airs de récit futuriste se cache une vraie interrogation philosophique portée par une mise en scène inventive et un ton résolument singulier. Un film qui divertit, intrigue et pousse à réfléchir, parfois malgré soi. Et ça, c'est toujours bon signe. Et la conclusion de ce top, ça a été surtout de me dire qu'il faudrait que je voie plus de films venant d'ailleurs, d'autres pays, d'autres langues, d'autres façons de concevoir le cinéma, parce que là, non, quoi. Vraiment là, ce hors top, mais alors c'est des films que j'ai aimés, hein, mais franchement, je leur dis, mais j'aurais aimé en voir davantage de films. On avait vu la gueule du hors top là, donc c'est noté. Pour l'an prochain, peut-être. Ah, et petite parenthèse, parce que j'avais envie d'en parler et que je ne savais pas du tout où la placer, la parenthèse. Donc on va parler des séries que j'ai aimées cette année, parce que peut-être, enfin non, là c'est sûr, j'en suis certain, dans les séries il y a beaucoup plus de cinéma que dans les films d'aujourd'hui. Ah si, très clairement. Si. Numéro 5 ? Stranger Things. Oui, je sais, ça va faire grincer des dents, j'entends déjà les soupirs, mais ce qui compte au fond, c'est que cette série a réussi un truc assez rare, me surprendre à être émotionnellement investi. Mais genre, vraiment beaucoup. Alors, faites vos théories, sortez les tableaux, les fils rouges et les enquêteurs Reddit. Moi, j'ai beaucoup aimé ce dernier chapitre. Et ce qui me rend le plus triste au final, ce n'est pas ce qui arrive au personnage, mais de savoir que c'est terminé. Numéro 4. The Studio, une série qui m'a séduit par son immersion dans l'envers du décor, dans cet univers créatif du cinéma où tout est à la fois passionnant, fragile et sous tension permanente. Entre suspense, drame humain et moments franchement captivants, la série réussit à te tenir en haleine du début à la fin, comme si tu étais toi-même coincé dans la salle de montage à 3h du matin. Numéro 3. Bref 2. Le retour qu'on n'attendait pas vraiment et qui fonctionne trop bien quoi. Parce que Bref 2 arrive à retrouver l'humour absurde et l'énergie du quotidien tout en prenant le temps d'approfondir ses personnages. Et le pire, c'est que c'est parfois surprenant et encore pire, c'est parfois touchant. Numéro 2. Black Mirror saison 7. Là, on est sur du solide. Des scénarios technologiques audacieux, parfois franchement dérangeants, mais toujours avec cette volonté de réfléchir à notre société et à ce qu'il reste de notre âme humaine au milieu des écrans. Mention spéciale à mon épisode préféré, Hôtel Rêverie. Oui, celui-là précisément. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais moi-même qu'à moitié. Et la série que j'ai le plus appréciée cette année, Pluribus. Gros coup de cœur, un concept original, une narration inventive, un mélange de suspense, d'émotion et d'intelligence qui m'a tenu jusqu'au bout. Et surtout, ce moment très précis où je me suis dit « Ah oui d'accord, en fait, Vince Gilligan a clairement trop regardé Rick et Morty pendant le confinement, et étrangement, ça marche. » Fin de la parenthèse. Donc, c'est parti pour le top 10. Let's go. Numéro 10, Escape from the 21st Century. Ce film, c'est une tornade d'idées, de couleurs, de rage, de génie, et une tornade de n'importe quoi aussi, mais c'est le genre de film qu'on peut adorer, qu'on peut détester, mais qu'on ne peut surtout pas ignorer. Réalisé par Li Yang et sorti en 2024, c'est une claque de science-fiction venue de Chine. Un film sur le voyage dans le temps, oui, mais surtout sur notre époque, notre futur raté, et cette sensation très contemporaine d'avoir été arnaqué par le progrès. Un film trop plein, trop rapide, trop ambitieux, et pourtant, qu'est-ce que j'ai adoré. Mais attention, film passionnant ne veut pas dire film parfait. Ce film n'est pas là pour t'expliquer comment fonctionne le voyage temporel. Il est là pour te dire un truc très simple. Le 21e siècle ne ressemble pas à ce qu'on nous avait promis. Li Yang filme le futur comme un espace déjà abîmé, déjà désenchanté. Et il le fait avec une rage quasi adolescente, mais avec une vraie lucidité. C'est du cinéma de frustration, et ça me plaît pas mal. Sur le papier, le scénario est une bombe. Dans les faits, c'est une bombe qui explose parfois dans tous les sens. Les règles du voyage dans le temps sont volontairement floues. Par moments, ça stimule, à d'autres, ça se perd. Le film refuse le confort, il refuse la pédagogie et il refuse de t'attendre. Et c'est à la fois sa plus grande qualité et son plus gros défaut. Tu décroches ? Tant pis, le film continue sans toi. Et franchement, j'aime bien ce culot. La mise en scène, c'est un feu d'artifice. Montage hystérique, rupture de ton, effets visuels volontairement excessifs, changement de ratio, parfois c'est génial, parfois c'est un peu too much. Li Yang filme comme s'il avait peur de s'ennuyer une seule seconde. Le problème, c'est qu'à force de courir, il oublie parfois de regarder ses personnages. Visuellement, c'est ultra identitaire. Chaque plan veut exister, chaque couleur veut t'agresser, la musique est omniprésente, parfois trop, le silence aurait été parfois plus puissant. Mais encore une fois, le film refuse le calme et c'est cohérent avec son propos. Le vrai sujet du film, ce n'est pas le voyage dans le temps, c'est l'incapacité de notre époque à se projeter sereinement vers l'avenir.
Et paradoxalement, le film souffre exactement du même mal. Il déborde, il sature, il veut tout dire maintenant, mais cette nervosité, cette fébrilité, c'est aussi ce qui le rend vivant. Un film imparfait, mais sincère, bordélique et courageux. C'est un film que je recommande parce qu'il est lisse, maîtrisé, qu'il ose, qu'il tente beaucoup de choses, et parce qu'il se plante parfois en cherchant quelque chose de vrai. Un film qui trébuche en courant, mais qui court dans la bonne direction, et franchement, aujourd'hui, c'est déjà énorme. Et si le plus gros mensonge du cinéma romantique français, c'était l'amour lui-même? Et non, ce n'est ni une comédie romantique comme les autres, ni un film cynique qui se moque de tout. Là, c'est bien plus piquant que ça. L'amour, c'est surcoté, premier long métrage de Mourad Winter, est présenté en festival, accueilli avec curiosité et avec un peu de méfiance. Faut dire que le film arrive quand même avec un titre provocateur, presque agressif, dans un paysage français saturé de récits sentimentaux. La promesse est simple. Désacraliser l'amour, parler du couple, du désir, de la solitude, mais sans le vernis habituel. La vraie question c'est, est-ce que le film se contente de provoquer ou est-ce qu'il a vraiment quelque chose à dire? Perso, j'ai trouvé beaucoup plus que ce que j'attendais. Mourad Winter ne cherche pas à faire un film anti-amour, ni une satire méprisante. Il filme surtout le décalage entre ce qu'on nous a appris à attendre de l'amour et ce qu'on vit réellement. C'est un cinéma du désenchantement, oui, mais jamais sans tomber dans le nihilisme. On sent une envie de parler de sa génération, de rapports affectifs fragmentés, de gens qui veulent aimer mais qui ne savent plus très bien comment. Et surtout, Winter ne juge pas ses personnages, il les regarde se débattre et ça change tout. Narrativement, le film est assez classique dans sa structure, mais malin dans son écriture. Pas de twist artificiel, pas de surenchère dramatique, le scénario avance par situation, par dialogue et par silence. Le rythme est volontairement irrégulier. Certaines scènes s'étirent, d'autres coupent sec, et ce n'est pas un défaut. Ça épouse l'état émotionnel des personnages, leur incapacité à se synchroniser les uns avec les autres. Il y a des scènes de couple qui sonnent très justes, voire presque trop, des discussions banales, genre on fait quoi ce soir, tu m'écoutes, qui deviennent des champs de bataille émotionnels. La réalisation est sobre, mais jamais plate. Winter privilégie les cadres fixes, les plans légèrement distanciés, comme s'il refusait de romantiser l'image. Peu de mouvements de caméra spectaculaires, mais un vrai travail sur les espaces, appartements étroits, bars bruyants, chambres impersonnelles, des lieux où l'intimité est constamment menacée. Côté interprétation, le film repose énormément sur ses comédiens, et globalement, ça sonne très bien. Les personnages sont profondément imparfaits, parfois agaçants, parfois lâches, mais jamais caricaturaux. On croit à leurs contradictions, à leur maladresse, à leur fatigue émotionnelle. Il y a un vrai travail sur le non-dit, sur les regards qui fuient, sur les phrases qu'on commence sans les finir. Et surtout, le film évite le piège du personnage porte-parole. Personne ne détient la vérité, chacun bricole avec ce qu'il peut. Alors, ce n'est pas un film parfait. Il peut sembler un peu froid, un peu trop retenu, presque frustrant, je vous l'avoue, mais c'est un film honnête. Il n'y a pas de morale facile, il n'y a pas de happy end plaqué, et surtout, pas de cynisme gratuit. Alors, je le recommande à celles et ceux qui aiment un cinéma français qui parle du réel, parce que parfois dire que l'amour c'est surcoté, c'est encore une manière de dire qu'on y croit trop pour le traiter à la légère. Et si le vrai pari de Superman de James Gunn n'était pas de moderniser le héros, mais de le rendre plus sincère dans un cinéma qui ne croit plus en l'insincérité? Alors oui, je vais être très clair, ce Superman m'a surpris, et pas là où je l'attendais. Superman, réalisé par James Gunn, arrive avec une pression énorme sur les épaules. Nouveau départ pour DC, nouveau ton, et nouveau symbole. Après des années de super-héros cyniques, sombres ou ironiques jusqu'à l'épuisement, ce film pose une question simple mais risquée. Est-ce qu'on peut encore croire en Superman aujourd'hui? Et c'est précisément pour ça qu'il a cette place dans mon top. Parce qu'il ne cherche pas à être cool, il cherche à être juste. James Gunn ne cache jamais ses intentions. Ici, il veut un Superman humain avant d'être iconique. Pas un dieu distant, pas une arme, ni un concept politique. Son Superman est un type qui doute, qui choisit d'aider, même quand personne ne le remercie. Et surtout, Gunn filme Superman non pas comme une réponse au monde, mais comme une question posée au monde. Est-ce naïf? Oui, peut-être. Est-ce courageux en 2025? Encore plus. Le scénario prend son temps et c'est volontaire. On n'est pas dans une origin story lourde, mais dans un film qui observe Clark Kent déjà en place, déjà en tension entre ses identités. Le rythme est parfois inégal, certaines scènes intimistes s'étirent, là où des enjeux narratifs auraient mérité plus de respiration. Mais cette lenteur sert une chose, faire exister les dilemmes moraux. Superman n'agit pas parce qu'il peut,
Il agit parce qu'il choisit, et chaque choix a un coût. Par sa réalisation, James Gunn me surprend, avec moins de frénésie, moins de découpage hystérique, et avec plus de lisibilité. Les scènes d'action sont pensées comme des conséquences, pas comme des attractions. La caméra reste souvent à hauteur d'homme, même quand Superman est à l'écran, et ça change tout. Un exemple marquant, une séquence de sauvetage sans musique, presque silencieuse, où l'héroïsme passe par les regards, pas par l'explosion. C'est là que le film parle cinéma et pas franchise. Le casting fonctionne parce qu'il joue la retenue. Superman n'est jamais dans la démonstration et Clark Kent l'est encore moins. Les personnages secondaires existent réellement, les collègues, les figures d'autorité et les contradicteurs moraux. Ils ne sont pas là pour expliquer le monde au spectateur, mais pour le contester. Et ça permet au film de poser une vraie dialectique. Un monde désabusé face à un héros qui refuse le désenchantement. La musique est étonnamment discrète, pas de thème écrasant, pas de fanfare constante. Quand la musique arrive, elle ne dit pas « regarde comme c'est épique », mais écoute ce que ça signifie. C'est une bande-son qui accompagne une idée et non pas un produit. Visuellement, la palette est plus lumineuse que ce que DC nous a habitués à voir, mais sans tomber dans la carte postale. La lumière devient un choix moral et non pas un filtre Instagram. Le film repose sur une idée centrale. Superman ne peut pas sauver tout le monde, mais il peut refuser de ne sauver personne. Et ça, c'est fort. Mais c'est aussi là que le film risque de diviser. Mais si je vous disais que le film est éminemment politique, là aussi ça risque de diviser. Mais bon, c'est pas moi qui fais les règles. Ok ? Parce que certains spectateurs voudront plus de radicalité, plus de spectacle, plus de rupture, et Gunn refuse ça. Il préfère la cohérence éthique à l'escalade dramatique. Pour moi, c'est ce qui fait basculer le film du bon côté. Pour d'autres, ça sera une limite. Superman de James Gunn n'est pas un film parfait, il est parfois trop sage, parfois trop confiant dans son message, mais c'est un film sincère, profondément politique dans son humanisme, et presque subversif dans un paysage saturé d'ironie. Et peut-être que le plus beau compliment que je puisse lui faire, c'est celui-ci. Ce Superman ne cherche pas à être le film de l'année. Il cherche à nous rappeler pourquoi on a aimé les films de super-héros un jour. Elio est un film Pixar qui ne sait pas s'il veut faire pleurer les enfants ou rassurer les adultes dépressifs, et contre toute attente, c'est exactement pour ça qu'il est réussi. Elio, c'est un film Pixar qui commence comme une comédie SF et qui se révèle être une lettre d'amour aux gens qui ont grandi en se sentant de trop. Ce n'est pas le Pixar le plus fluide, et ce n'est pas le plus drôle, mais c'est peut-être le plus honnête depuis un moment. Alors Elio, c'est l'histoire d'un enfant persuadé qu'il n'a rien à faire sur Terre, et qui devient, par un immense malentendu cosmique, l'ambassadeur de l'humanité auprès des aliens. Dit comme ça, on dirait un Pixar classique, sauf que non. Parce qu'Elio ne rêve pas d'aventure, il rêve de fuir. Et à une époque où Pixar est accusé de tourner en rond, ce film arrive avec un truc rare, un malaise plutôt sincère. Et Elio, c'est un film que j'attendais, mais sans vraiment l'attendre. Pas par manque d'intérêt, mais parce que Pixar, ces dernières années, m'a un peu habitué à ce sentiment étrange de films trop bien faits, trop propres, mais qui glissent. Il glisse, voilà. Visuellement, le film est très beau, pas révolutionnaire mais habité. L'espace est immense, coloré, foisonnant, et Elio y est toujours petit. C'est bête à dire, mais tout le film est là. Même quand il est au centre de l'univers, il se sent invisible. Alors oui, le film a des défauts. Un gros ventre mou au milieu, des personnages secondaires qui apparaissent et disparaissent trop vite, une intrigue politique alien un peu brouillonne. Par moments, on sent le Pixar de cahier des charges reprendre le dessus, mais ce que le film réussit, il le réussit vraiment. La relation entre Elio et Glordon, cet alien aussi perdu que lui, est d'une douceur incroyable. Ce n'est pas une amitié cool ni spectaculaire, c'est une amitié maladroite, fragile, presque timide, et c'est exactement pour ça qu'elle fonctionne. Et puis, il y a ce moment, sans trop spoiler, où Elio a enfin ce qu'il voulait. C'est-à-dire une place ailleurs. Et où le film ose dire que fuir, même quand ça marche, ce n'est pas forcément une victoire. Et j'ai trouvé ça très juste. Presque trop adulte. Elio, ce n'est pas un grand Pixar au sens chef-d'œuvre instantané. Ce n'est pas Vice-Versa, ni Wall-E, ni Là-haut, je vous l'accorde. Mais c'est un film qui te parle doucement. Un film imparfait, parfois maladroit, mais profondément humain. Un film qui te dit « tu n'es pas bizarre d'avoir eu envie de partir », et rien que pour ça, moi, je lui pardonne beaucoup. Pas parce que le film est parfait, mais parce qu'il est honnête. Elio, c'est un film sur un gamin qui veut littéralement quitter la planète. Et franchement, je le comprends. Et si le film le plus juste de cette année était aussi le film le plus discret ? Partir un jour est un film qui ne crie jamais, mais qui te regarde droit dans les yeux et qui ne te lâche plus. Partir un jour, c'est le premier long métrage d'Amélie Bonin, passé par les festivals, porté par une attente modérée, et pourtant c'est typiquement le genre de film qui te rattrape après la séance. Un film sur le départ.
mais surtout sur l'impossibilité de partir vraiment. Pourquoi en parler ? Parce que c'est un film français contemporain qui ne surligne rien, qui refuse le spectaculaire et qui ose faire confiance à son spectateur. Et ça aujourd'hui, c'est presque politique. Amélie Bonin filme une génération en suspens, des personnages qui savent qu'ils devraient bouger, mais qui restent, pas par paresse, par attachement, par peur et par fatigue existentielle. Le film ne juge jamais, il observe. Et ça se sent dans chaque plan. La caméra est à hauteur d'homme, souvent fixe, parfois légèrement en retrait, comme si elle respectait le silence des personnages. Le scénario est volontairement minimaliste, pas de grands rebondissements, pas de climax artificiel. On suit une héroïne qui revient dans sa ville natale, pensant n'y rester que quelques jours. Classique, vous allez me dire. Oui, mais l'écriture fait un truc malin. Elle transforme chaque scène banale, un repas, une balade, une discussion anodine, en micro-décisions émotionnelles et en chansons. Le rythme est lent, mais jamais vide. Si tu décroches, ce n'est pas parce que le film est creux, c'est parce qu'il te demande d'écouter. La mise en scène est d'une sobriété redoutable, plan fixe, cadrage précis, décor réaliste et jamais embelli. Un exemple, la scène de retrouvailles dans la cuisine, pas de musique, pas de montage nerveux, juste des silences, des regards et un malaise diffus. C'est un cinéma de l'implicite et ça demande un peu de patience, mais la récompense est là. Partir un jour devient fort parce qu'il refuse la facilité du message inspirant. Le problème, pour certains spectateurs, ça semblera frustrant, inachevé, presque trop discret, mais pour moi, c'est précisément là que le film est bon. Partir un jour est un film sensible, modeste. Il parle du temps qui passe, des racines et de cette fatigue moderne qu'on n'ose pas toujours nommer. Je vous le recommande si vous êtes amateur de cinéma d'auteur, à tous ceux qui aiment les films qui continuent après le générique et à tous ceux qui se sont déjà demandé s'ils étaient vraiment là où ils voulaient être. Si tu veux du spectaculaire, passe ton chemin. Mais si tu veux un film qui te regarde en silence, alors reste. Parce que parfois, partir un jour, c'est déjà commencer à se comprendre. Numéro 5, Bugonia n'est pas un film bizarre, mais peut-être le plus cruel de son réalisateur. Un film qui a fait polémique parce que trop froid pour certains, trop radical pour d'autres, ou plus clairement l'antimos qui refait du lantimos. Mais Bugonia, ce n'est pas juste une provocation de plus. C'est un film qui parle de contrôle, de parano collective, de domination douce. Et surtout de notre besoin maladif de croire qu'on comprend le monde. Lantimos ne fait pas des films pour rassurer, il fait des films pour mettre mal à l'aise intelligemment. Avec Bugonia, son obsession est claire. Montrer comment une société fonctionnelle peut basculer dans l'absurde sans jamais se rendre compte qu'elle a déjà basculé. Le film ne dit jamais quoi penser. Il te laisse observer, comme un entomologiste observe des insectes. Et le titre n'est évidemment pas innocent. Le scénario est volontairement déceptif. Pas de montée dramatique classique, pas de catharsis hollywoodienne. On suit une mécanique qui se dérègle lentement. Scène après scène, des situations banales deviennent inquiétantes. Un dialogue trop long, un silence trop appuyé, un regard qui dure une seconde de trop. Et là où certains verront une lenteur, moi j'y vois une stratégie. L'antimos te force à ressentir l'inconfort avant de le comprendre. Visuellement, Bugonia est d'une précision chirurgicale. Plan fixe, cadre rigide, personnage souvent écrasé par l'architecture. Et il y a une scène, dans une salle de réunion ultra blanche, où la caméra ne bouge presque pas pendant plusieurs minutes, et pourtant la tension est insoutenable. Pourquoi ? Parce que le cadre devient une prison mentale. Lantimos ne filme pas l'action, il filme les règles invisibles qui l'étouffent. Les acteurs jouent comme s'ils étaient légèrement décalés du monde, jamais complètement humains et jamais totalement mécaniques. Les dialogues sont dits avec une neutralité glaçante, et c'est précisément ça qui rend certaines scènes terrifiantes. Quand un personnage annonce une décision moralement aberrante avec le ton d'un employé qui commande un café, tu comprends que le monstre, ce n'est pas lui. Le monstre, c'est le système qui l'a rendu normal. La musique est rare, mais quand elle arrive, elle est dissonante, presque agressive. Le silence, en revanche, est omniprésent. Des silences lourds, épais, inconfortables. On entend des bruits mécaniques, des ventilations, des pas qui résonnent. Le monde de Bugonia n'est jamais vivant. Il fonctionne, et c'est bien pire. On retrouve évidemment les obsessions de l'antimos, le contrôle social, la norme comme violence, le langage vidé de bon sens et le pouvoir déguisé en bienveillance. Mais Bugonia va plus loin. Il ne parle pas seulement d'autorité, il parle de complicité, de notre tendance à obéir parce que c'est plus confortable que de penser. Il y a un moment où le film refuse volontairement ce que le spectateur attend. Pas de justification, pas de révélation spectaculaire, juste une décision absurde acceptée par tout le monde. Et c'est là que j'ai compris, Bugonia n'est pas un film à message, c'est un miroir cruel. Si tu es frustré par cette scène, le film te répond silencieusement « Oui, c'est exactement ce que tu fais, accepter tous les jours ». Bugonia, c'est un film exigeant, froid et volontairement frustrant. Alors Bugonia n'est peut-être pas le film le plus accessible dans la filmo de Lantimos, mais pour moi, c'est le plus lucide.
Et si le plus grand film français de ces dernières années n'était pas celui qu'on attendait, mais celui qu'on n'a pas compris tout de suite. Film de genre ambitieux, passé par les festivals, discuté, débattu et parfois rejeté. Un film qui divise. Un film qui prend son temps, qui parle de corps, d'identité, de mémoire et d'armure, au sens littéral comme symbolique. Et la vraie question est là. Est-ce que Yoroi est un film froid et opaque, ou un film exigeant qui nous résiste volontairement? David Tomaszewski ne fait pas un film classique, il fait un film de sensation. Yoroi, qui signifie armure en japonais, eh bien tout le film se concentre autour de ça. Ce qu'on met entre soi et le monde pour survivre. Le réalisateur ne cherche jamais à tout expliquer. Il cherche à faire ressentir. Et c'est un choix courageux, mais risqué, parce que le film exige que le spectateur fasse la moitié du chemin. Perso, j'aime quand un film me fait confiance. Soyons honnêtes, le scénario de Yoroi n'est pas fluide. Certaines scènes arrivent avant qu'on en comprenne le sens. Mais ce n'est pas de la maladresse. C'est une logique interne, presque organique. David Tomaszewski filme les corps comme des territoires. La caméra est souvent proche, presque intrusive, les cadres sont serrés, compressés, et le film adore les surfaces. Le métal, la peau, le tissu, la sueur. On sent une filiation entre Cronenberg, Villeneuve période ennemie, et une sensibilité très européenne. Et surtout, tout passe par le corps. Peu de dialogue explicatif, il y a beaucoup de silence, beaucoup de regards, de postures. Le personnage principal n'est pas aimable. Il est fermé, il est rigide, presque opaque, mais c'est justement ça le propos. Un personnage enfermé dans sa propre armure. Quand le personnage en est enfin débarrassé, non pas dans un geste héroïque, mais dans un geste d'épuisement, et bien là le film devient clair rétroactivement. Tout ce qu'on prenait pour de la froideur était en fait une douleur contenue. C'est là que Yoroi gagne, ou perd, selon votre sensibilité. Enfin moi, ça m'a touché. Yoroi n'est pas un film confortable, il ne prend pas par la main et ne cherche absolument pas l'unanimité, mais c'est un film que j'ai trouvé sincère, cohérent et incarné. Un film de genre qui ose être intime, parce que même sous ses aspérités, Yoroi est un film qui reste sous la peau. Et si la fin du monde n'était en réalité que la fin d'un homme? The Life of Chuck, c'est peut-être le film le plus doux, le plus étrange et le plus risqué qu'ait jamais réalisé Mike Flanagan. Et je vais être clair tout de suite, j'adore ce film. C'est normal, vous allez me dire, sinon il serait pas dans le top 3, et vous avez raison. The Life of Chuck adapte une nouvelle de Stephen King, mais attention, on est très loin du King horrifique que tout le monde attend. Ici, pas de monstres et pas de jumpscare, juste une question vertigineuse, qu'est-ce que ça veut dire une vie? C'est un film qui a divisé. Certains parlent de chef-d'œuvre mélancolique, d'autres d'un objet prétentieux et creux. Alors moi je me situe entre les deux, plus du côté du chef-d'œuvre mélancolique, mais avec un vrai coup de cœur à la clé. Mike Flanagan, on le connaît pour Hill House, Sermon de minuit ou encore Dr. Sleep, un cinéaste obsédé par la mort, le deuil, la foi et le temps qui passe. Avec ce film, il fait quelque chose de radical. Il retire presque complètement l'horreur pour filmer l'existence humaine comme une énigme fragile. Il construit le film comme un puzzle inversé. On commence par la fin du monde, pour remonter progressivement vers l'enfance de Chuck. Et cette idée-là, franchement, je la trouve magnifique, parce que Flanagan nous dit « Une vie contient autant d'univers qu'un cosmos entier ». Le scénario est divisé en 3 actes inversés, et c'est là que le film joue gros. Le premier segment apocalyptique est volontairement déroutant. Des panneaux avec écrit « Merci Chuck » partout, une catastrophe mondiale, mais sans explication. Puis, plus on avance, plus le film devient intime, jusqu'à ce moment central, presque suspendu, la scène de danse spontanée dans la rue. C'est là que le film ralentit, et soit vous êtes avec lui, soit vous décrochez complètement. Personnellement, j'ai trouvé ce rythme audacieux, mais fragile. Par moments, le film frôle l'abstraction émotionnelle, mais quand ça fonctionne très fort. Flanagan adopte une mise en scène simple, presque invisible, peu de mouvements de caméra démonstratifs, mais beaucoup de cadres fixes et de silence. La fin du monde n'est pas spectaculaire. Elle est fatiguée, elle est éteinte, comme un corps en bout de course. Et à l'inverse, les souvenirs de Chuck sont baignés de chaleur. La caméra se rapproche, le monde redevient respirable. C'est du cinéma qui fait confiance au spectateur. Et aujourd'hui, c'est rare. Tom Hiddleston est absolument parfait. Pas dans la performance, mais dans la retenue. Chuck n'est pas un héros, c'est un homme ordinaire, et c'est précisément ça le cœur du film. Mention spéciale au casting secondaire, notamment les figures éducatives et familiales, qui donnent à Chuck une humanité crédible, jamais forcée. La musique est discrète, mais essentielle. Elle ne cherche jamais à tirer des larmes. Elle accompagne le temps qui passe comme un souffle. Et surtout, Flanagan utilise le silence comme un outil narratif. Certains plans durent,
on attend, on observe, et c'est dans cet espace-là que le film existe vraiment. On retrouve les obsessions de Flanagan, à savoir la mort comme passage, la mémoire, la transmission, la peur de disparaître sans laisser de traces, mais ici il ajoute quelque chose de nouveau, à savoir la célébration du banal. Une vie n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être immense. Alors The Life of Chuck n'est pas un film pour tout le monde, parce qu'il est un peu lent, un peu étrange, parfois maladroit dans son symbolisme, mais c'est un film d'une grande sincérité, qui est profondément humain, parce qu'il parle de la vie sans cynisme, et de la vie sans ironie. Alors peut-être que comme Chuck, on ne mesure la taille d'une vie qu'au moment où elle s'éteint. Putain, c'est beau ce que je dis. Et si Paul Thomas Anderson venait de livrer le blockbuster le plus subversif de la décennie, tout en racontant une histoire père-fille bouleversante. Une bataille après l'autre est peut-être le film le plus audacieux jamais sorti en salle, et je pèse mes mots. Si, je vous assure. Lancé en salle le 24 septembre 2025, le nouveau film de PTA a fait l'effet d'une bombe. Ovations critiques, nominations multiples, prix prestigieux et débats passionnés sur sa portée, son rythme et son propos. C'est un thriller politique et familial explosif. Donc oui, on va spoiler pour comprendre pourquoi ce film divise autant. Paul Thomas Anderson n'a jamais été un réalisateur de compromis. Avec Une bataille après l'autre, il prend un roman post-moderniste de Thomas Pynchon et le transforme en une fable contemporaine sur la résistance, l'identité et la mémoire. Ce qui pourrait paraître comme une énième histoire de révolution devient chez lui une exploration humaine du passé qui rattrape ses personnages. Ferguson n'est pas un héros classique. Il est un homme fatigué, décalé, perdu, qui doit se reconnecter à la vie pour sauver sa fille. Anderson réussit un tour de force rarement vu. Il fait d'un récit politique quelque chose de profondément intime. Le film court durant plus de 2h40 et pourtant on ne s'ennuie jamais. Ça débute sur des rails semblables à un climax et ça ne ralentit presque jamais. Une mécanique de récit presque folle qui mélange kidnapping, road movie, farce psychologique et confrontation idéologique. C'est l'un des meilleurs équilibres narratifs entre divertissement et profondeur que j'ai vu cette année. Anderson et son directeur photo Michael Bauman privilégient le 35 mm VistaVision, un choix visuel radical pour un film à grand spectacle. Les plans larges ne sont pas des gimmicks, ils accumulent un sens narratif. Les paysages semblent vastes, mais les personnages semblent toujours en lutte contre leur environnement. Et la caméra elle-même, parfois tremblante, parfois impeccable, reflète cette tension entre chaos et contrôle. Techniquement, c'est une pièce de maître. Et visuellement, le film parle autant que ses dialogues. Leonardo DiCaprio incarne Bob avec une vulnérabilité que je n'ai presque jamais vue chez lui. Une sorte de héros fatigué mais irrésistiblement attachant. Chase Infinity, en Willa, offre une performance étonnante et mature. Pour moi, elle est l'âme du film, la raison de toutes les batailles. Et Sean Penn, son colonel Lockjaw, est à la fois effrayant et grotesque. Un adversaire qui n'a rien d'un cliché, il est l'expression de toutes les contradictions même du film. C'est un casting d'une rare alchimie qui donne vie à des personnages que beaucoup imaginaient impossibles à définir à l'écran. Quant à la bande-son de Jonny Greenwood, ce n'est pas simplement un accompagnement. Elle est un personnage à part entière. Oubliez les thèmes hollywoodiens classiques, ici la musique fonctionne comme une alarme nerveuse, quelque chose qui vous rattrape, qui vous met en alerte et vous fait vibrer. Greenwood et Anderson ont trouvé une signature sonore qui vous hante longtemps après le générique. Ce film rassemble les obsessions d'Anderson, la mémoire, l'illusion du contrôle, la filiation et la mêlée du personnel et du politique. Ce n'est pas juste un commentaire social, c'est une question existentielle. Que fait-on quand on se rend compte que nos luttes passées définissent encore nos vies ? C'est peut-être la conclusion logique d'une carrière entière tournée vers les complexités humaines. Ce film n'est pas un pamphlet, il n'est pas non plus une pure fable politique. Il est un film de cinéma, spectaculaire, réfléchi, émotionnellement riche, qui use du contexte social non pour prêcher, mais pour interroger. Une bataille après l'autre ne vous dit pas quoi penser. Il vous plonge dedans, et c'est à vous d'en sortir les conclusions. C'est un choix radical, audacieux, et exactement ce que le cinéma devrait continuer à être. Une bataille après l'autre est un chef-d'œuvre moderne. Pas parfait, pas neutre, mais absolument incontournable. Il bouscule, il amuse, il émeut, et parfois, il dérange. Parce que le cinéma n'est pas là pour vous dire comment penser. Il est là pour vous apprendre à ressentir et à vous battre pour ce que vous aimez. Imaginez, vous gagnez au loto, mais vous mourrez avant d'avoir eu la chance d'être heureux. Bah voilà, c'est ça, Le Roi Soleil. Et là aussi, je vais être très clair, c'est le film français le plus noir, le plus malin, le plus cruel que j'ai vu cette année. Et surtout, c'est un film qui se fait passer pour un polar, alors qu'il parle de toute autre chose. Ça commence dans un bar minable. Un type banal découvre qu'il a gagné au loto, c'est le jackpot, littéralement.
Et quelques minutes plus tard, il est mort. Le problème, le crime doit disparaître. Et le billet aussi, et là le film déraille, mais intelligemment. Cardona ne filme pas un crime, il filme un moment de bascule morale. Le loto, ici, c'est pas l'espoir, c'est un poison narratif, une anomalie qui révèle ce que les personnages avaient déjà en eux. Le Roi Soleil parle moins d'argent que de fantasme social, l'idée qu'un coup de chance pourrait régler nos vies minables, sauf que le film te dit une chose très simple, quand la chance arrive trop vite, elle ressemble souvent à une malédiction. Le billet de loto, ici, c'est pas une récompense. C'est un artefact maudit, un peu comme dans Indiana Jones, sauf qu'au lieu de fondre les nazis, il fait fondre les principes moraux. Le scénario est construit comme une spirale, pas comme une enquête, pas comme un polar classique. Chaque décision prise pour arranger la situation crée un problème plus gros encore. Et le rythme est volontairement inconfortable. Il y a des scènes où rien n'explose, mais tout se décompose. Je pense à la scène où les personnages discutent du billet autour d'une table, presque calmement. Personne ne crie, mais tu sens que le film est en train de perdre toute innocence et où Cardona filme les corps comme des fardeaux. Des corps lourds, beaucoup de plans fixes, légèrement trop longs, des cadres qui enferment, des arrière-plans sales, ternes et sans horizon. Même quand les personnages parlent de millions, le film ressemble à un film de pauvres. Et c'est totalement volontaire. Le bar du début devient presque un tombeau symbolique, on n'en sort jamais vraiment. Pio Marmaille est exceptionnel, comme à son habitude, il ne joue pas la panique, il joue la sidération morale. Panayotis Pasco, là où on ne l'attendait pas, incarne une lâcheté douce, une lâcheté crédible, presque touchante, et c'est ça qui fait mal. Lucy Zhang, quant à elle, apporte une tension silencieuse, un regard qui juge sans parler. Et Sofiane Zermani, lui, est la tentation permanente du passage à l'acte. Personne n'est héroïque, personne n'est totalement monstrueux, et c'est précisément ça le piège. On retrouve une obsession claire, la responsabilité collective. Qui est coupable quand tout le monde participe un peu, quand personne ne décide vraiment, quand chacun se dit « Ah, c'est pas moi, c'est la situation ». Le Roi Soleil, c'est une tragédie moderne sans roi, sans royaume, mais avec un trésor maudit. Les personnages pourraient presque le perdre, mais ils ne peuvent plus revenir en arrière. Le vrai point de non-retour, ce n'est pas le meurtre, c'est l'instant où ils acceptent tous, silencieusement, que leur morale est négociable. À cet instant précis, le Roi Soleil cesse d'être un thriller et devient une fable cruelle sur notre époque. Alors Le Roi Soleil est un film inconfortable mais tellement intelligent dans ses choix de narration, dans son montage surtout, que je le recommande à celles et ceux qui aiment le cinéma, qui ne donnent pas de leçons, mais qui vous laissent avec une sensation bizarre pendant plusieurs jours. Le Roi Soleil n'est pas un film sur la chance, c'est un film sur ce qu'on est prêt à sacrifier pour y croire, et parfois le vrai jackpot, c'est de renoncer. Voilà mon top film 2025, un classement fait avec sérieux, rigueur et une totale incompétence assumée. Et si vous n'aimez pas, c'est normal parce que moi non plus. Voilà, c'était peut-être le dernier top film que je fais, qui sera présent sur la chaîne, ou pas. Mais disons que si ça s'arrête là, c'est une très bonne raison d'arrêter. Merci aux films que j'ai pas compris, merci aux chefs-d'œuvre que j'ai sous-notés par principe, et merci aux commentaires que je n'ai pas lus parce que je le regrette déjà. Abonnez-vous si vous voulez, ou ne le faites pas. Disons qu'à ce stade, ça n'a plus vraiment de sens. Et rappelez-vous, ce classement est faux, subjectif, biaisé, incomplet, et probablement écrit sous une légère fatigue existentielle. C'était le Top Film 2025, rien n'a été résolu, personne n'a gagné. Fin. Et à bientôt. Peut-être.